Peut-être, oui, sur ce que vous dites sur 2003 et la sous-estimation du pétrole, vous avez, enfin, en partie raison, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, le pétrole a joué un rôle en Libye comme en Irak, parce que c'était, pensait-il, un moyen de financer la guerre aussi. Il fallait payer la guerre. Et qu'ils espéraient qu'ils allaient arriver à changer les règles du jeu et à permettre aux sociétés américaines de s'installer. La réalité, aussi bien d'ailleurs, et c'est curieux pour la Libye que l'Irak, montre à quel point ce calcul est absolument faux. En Libye, les compagnies pétrolières qui exploitaient le pétrole libyen, dont le parti était américaine d'ailleurs, sont exactement restées les mêmes, enfin, sont restées les mêmes en tous les cas les 2 premières années où c'était relativement facile de travailler. C'est dans le sens que je dis, non pas que si vous voulez, si l'Irak avait été au cœur de l'Afrique sans pétrole, il n'y aurait pas eu d'intervention. Si c'est ça que vous voulez dire, je suis d'accord. Le problème, c'est que les motifs étaient différents. Quand je disais qu'ils voulaient instaurer la démocratie, c'était à l'époque les idéologues, les néoconservateurs. Le discours des néoconservateurs américains, c'est les gens qui étaient autour de Bush, c'était de dire, regardez, nous avons soutenu les dictatures, notamment l'Arabie Saoudite, disait-il à l'époque, et en fait, ça n'a pas marché. Ce qu'il nous faut, en fait, c'est un changement, un peu comme j'ai dit en Amérique latine, où on aurait des gouvernements qui auraient un peu plus de légitimité et qui seraient alliés à nous. Mais bon, je dirais, c'était ça leur but, et ça a totalement échoué. Pourquoi on n'entend pas la Palestine? Je dirais qu'il y a plusieurs éléments, si vous voulez. Moi, je suis ce conflit depuis au moins 67, et l'attitude des médias a évolué en fonction aussi de l'attitude des élites et de l'attitude de la population. C'est en 67, comme vous savez, à l'exception du PC et de quelques petits groupes autour de témoignages chrétiens, la grande majorité des médias et des forces politiques, malgré la position de Gérald de Gaulle, étaient pro-israéliennes. Il y a eu un changement réel dans les années 80, notamment après la première guerre, la guerre de 82 au Liban, la première intifada, etc., qui a créé un mouvement de sympathie à l'égard des Palestiniens et qui s'appuyait aussi sur une politique française assez claire. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il n'y avait pas de conflit entre la position prise par les médias et celle du gouvernement français, c'est-à-dire 2 États, la reconnaissance de l'OLP, le droit des Palestiniens, oui, et 2 États, et les négociations avec l'OLP. Donc là, il y a... Qu'est-ce qui a changé? Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé au niveau plus des élites d'ailleurs que de la population. À partir, disons, moi je le situerais à partir de 2005. Si vous voulez, il y a eu 2 choses. La politique française s'est infléchie, curieusement, après 2003, c'est-à-dire après la position de prise assez courageuse de la France contre l'intervention militaire américaine. Jacques Chirac a eu tellement peur des représailles américaines qu'il a décidé qu'il fallait rétablir à tout prix avec les États-Unis, et que le meilleur moyen de rétablir avec les États-Unis, c'était de passer par Israël. Et il a envoyé un nouvel ambassadeur en Israël, avec comme mission de rétablir les relations. Et c'est l'époque où, d'ailleurs, c'est la même époque où on combat le communautarisme en France, le foulard, etc., et où chaque voyage de Chirac ou de Sarko, alors ministre de l'Intérieur aux États-Unis, il y a des rencontres avec les communautés juives. Il y a eu cet aspect qui a joué. Il y a aussi un autre aspect qui est important, c'est que petit à petit, le terrorisme islamique, entre guillemets, a changé la vision d'une partie de nos élites sur le conflit. C'était plus un conflit politique, mais c'était un conflit de civilisation, je dirais. Dans lequel, si c'est un conflit de civilisation, Israël est de notre côté. Hein. Si c'est un conflit entre l'islam et l'Occident, Israël est un État occidental et nous sommes alliés. Et puis il y a une autre chose qui joue beaucoup et qui est très difficile à combattre, parce que c'est spontanément que les gens le font. Vous avez dit, on leur demande de négocier face à face. Les accords d'Oslo ont créé une illusion. Les accords d'Oslo ont créé une illusion, pas seulement en termes de contenu des accords d'Oslo, mais l'idée justement,
ils vont négocier entre eux et se mettre d'accord. Et que ces deux interlocuteurs, en gros, il y a deux peuples, c'est-à-dire ce qui est notre... il y a deux peuples, donc il faut deux États, mais en oubliant que l'un était l'occupant et l'autre l'occupé. Et que les rapports de force ne permettaient pas à des négociations de bonne foi d'aboutir. Comme j'ai dit, de bonne foi, Netanyahou pense que la Cisjordanie, c'est Eretz Israël, hein, c'est pas de mauvaise foi. Il y croit vraiment, donc ça n'a pas de sens. Et là, à partir de ce moment, c'est extrêmement difficile enfin, c'est pas extrêmement difficile, mais c'est plus difficile d'expliquer aux gens par rapport à un discours qui est de dire oui, il faut deux États, il faut les gens, il y a les extrémistes des deux bords, ça c'est aussi un discours qu'on a entendu beaucoup avec le Hamas, etc. Bon, et c'est un discours humaniste, enfin qui a l'air humaniste comme ça, mais en fait qui est un discours qui est un discours, je dirais, de fait pro-israélien aujourd'hui. Pourquoi Israël changerait? Mais c'est une excellente question. C'est qu'Israël n'a aujourd'hui aucune raison de changer. C'est-à-dire, ils ont la force, ils dominent, ils construisent des colonies et ils ont le soutien de l'Union européenne et des États-Unis. Donc, la manière de changer, c'est changer les rapports de force. Vous savez, aucune lutte de libération n'a été gagnée par la bonne volonté des colons ou des occupants. Et même quand on parle de l'Afrique du Sud où ça s'est passé relativement bien, il a fallu 30 ans de lutte, il a fallu des centaines de morts, il a fallu aussi des combats armés pour déboucher, il a fallu créer un rapport de force à travers les mouvements de boycott des compagnies sud-africaines, de l'Afrique du Sud, de la mise au banc des nations de l'Afrique du Sud, etc. Ici, on a la même chose, c'est-à-dire s'il n'y a pas un mouvement de la société s'il n'y a pas un mouvement des sociétés internationales pour imposer des sanctions, des boycotts, etc., il n'y aura pas de changement. Et je pense qu'aujourd'hui, la position de Netanyahou, d'une certaine manière, aide au développement de ce mouvement. Parce qu'il apparaît évident qu'ils ne veulent pas la paix. Et que donc, l'idée qu'il faut prendre des sanctions contre Israël, c'est une idée qui progresse. C'est même, enfin, au niveau des gouvernements, c'est plus compliqué, mais bon, vous savez que ça fait des années qu'on parle de tracer les produits des colonies. Il y a eu 17 ministres ou 16 ministres des Affaires étrangères européens, non celui de la France, qui a écrit à l'Union européenne en disant qu'il fallait prendre des mesures concrètes. Il y a d'autres choses. Maintenant, sur la solution. Écoutez, moi j'ai personnellement toujours été favorable à l'idée de deux États. Et ça me semblait être normal. Aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que ça soit possible. Mais en même temps, je dirais d'abord, c'est l'affaire des Palestiniens. C'est-à-dire, évitons-nous ici, parce que des fois les gens se déchirent ici, sur qu'est-ce que les Palestiniens doivent faire. Franchement, laissons les Palestiniens faire. Ce qu'ils nous demandent, c'est notre appui. C'est pas de nous ingérer dans leur... Et aujourd'hui, de toute façon, aucune des deux solutions n'est réaliste, au sens politique du terme. Donc aujourd'hui, ce que les Palestiniens demandent, c'est une solidarité contre l'oppression, contre la colonisation, contre les arrestations, etc. Et ça, quel que soit ce qu'on pense de l'avenir, il me semble que c'est un combat qu'on peut mener. L'autre élément à bien comprendre, si vous voulez, moi j'ai tendance à dire, même si je ne crois pas à la solution des deux États, l'OLP a raison de se battre aujourd'hui là-dessus, parce qu'il y a un consensus international, parce que pour la communauté internationale, la Cisjordanie est un territoire occupé. Donc installer des colons en Cisjordanie, ça relève de la Cour pénale internationale, c'est un crime de guerre. Donc il y a des atouts que les Palestiniens ont gagnés, qu'ils perdraient s'ils disaient, bon maintenant on arrête tout et on commence autre chose. Et comme l'autre chose, je ne vois pas très bien qu'est-ce que c'est, bon, mais encore une fois, je dirais, c'est l'affaire c'est vraiment l'affaire des Palestiniens de savoir comment on se bat. Mais c'est sûr, je n'ai pas parlé de la liste unie arabe. Une des choses positives, des rares choses positives de ces élections, c'est qu'il y a eu une liste unie qui a regroupé les partis arabes et le parti communiste, qui est un parti judéo-arabe, qui a obtenu 13 députés, qui est devenu donc la troisième force, je crois, du pays, 2 députés de plus que quand ils se présentaient séparément. Mais pas seulement ça, elle était dirigée par le secrétaire général du Parti communiste,
ils ont mené vraiment une très bonne campagne, qui a eu un écho, y compris dans une partie de la population juive, et eux, ils se battent aujourd'hui, notamment sur l'idée de l'égalité. Et ça, c'est une idée très importante, parce que qui peut s'opposer aujourd'hui dans nos sociétés à l'idée de l'égalité? L'idée qu'il faut qu'un citoyen arabe ou un citoyen juif ait exactement les mêmes droits dans la société israélienne. Donc là, c'est peut-être un combat mais c'est pas un combat facile, parce que on a une partie de la société israélienne qui est contre l'idée d'égalité, c'est-à-dire qui préfère pas seulement la séparation, qui préfère en fait une forme d'apartheid. Donc là, on est dans une situation compliquée, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une longue lutte, mais elle s'inscrit, cette lutte des Palestiniens en Israël et dans les territoires, d'une certaine manière, dans ce que sont les mouvements du printemps arabe et plus largement, c'est-à-dire une lutte pour l'égalité des citoyens. Aujourd'hui, c'est plus tellement la question de l'indépendance nationale qui se pose, parce que ça ne se pose pas dans ces termes, mais c'est plus, nous voulons être des citoyens égaux dans des sociétés égalitaires. Une autre question. Bonsoir, merci beaucoup pour votre exposé si clair. Ma question concerne le Moyen-Orient et j'aimerais savoir, un observateur aussi fin que vous, quand je vois les Émirats, le Sultanat, les royaumes et les républiques, en réalité on parle de formes de dictature dans lesquelles les sociétés civiles sont verrouillées. L'économie est verrouillée et la jeunesse dont vous parliez, qui est majoritaire dans ces pays-là, ne voit vraiment pas du tout comment pouvoir prendre part à ces sociétés. Quelle est pour vous l'analyse de ce qui attend le monde arabe dans son ensemble après la fin de l'idéologie, enfin de l'idéal du panarabisme qui est terminé, où on voit se dessiner aujourd'hui plutôt une sorte de sociétés qui sont entre des sociétés à coloration, disons, religieuse dans de se comporter, etc. Et une sorte de consumérisme avec des shopping malls qu'on voit pousser comme des champignons partout et où on a cet appel à la consommation, à l'économie de marché. Comment voyez-vous ces régimes politiques complètement verrouillés du monde arabe évoluer? Écoutez, moi, cette remarque que vous faites, vous auriez pu la faire en novembre 2010. On avait l'impression, mais réellement, que tout était verrouillé et que rien ne bougeait. Mais je pense que si on se concentre uniquement sur la société politique, on a cette impression, pas seulement qu'une impression, mais si on se concentre sur la société elle-même, on se rend compte que c'est une société qui a bougé énormément. C'est-à-dire l'accès à l'éducation, même si les universités dans le monde arabe sont souvent pas excellentes, c'est un euphémisme, l'accès au monde extérieur par l'Internet, les migrations, etc., ont favorisé une aspiration des jeunes à jouer un rôle plus important. Et on a vu quand même qu'il y avait chez eux un grand dynamisme. Et il y a, si vous voulez, à côté de la société politique, il y a un dynamisme culturel au niveau des associations, mais pas forcément des associations politiques, hein, je veux dire. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut tabler, c'est-à-dire que les régimes ne sont pas capables de maintenir ça sous le boisseau. Et je pense que, je n'ai pas eu le temps de développer sur l'Égypte, mais même avec la dictature militaire, aujourd'hui, je ne crois pas du tout qu'ils y arrivent. Il y a une aspiration de ces sociétés à des changements. Maintenant, le problème, c'est que ces changements ne sont pas très faciles à définir dans la mesure où il n'y a pas de force politique. Et si vous voulez, la question de la religion là-dedans, c'est évident que c'est des sociétés qui ont connu un retour à la religion, on peut le dire, mais ce n'est pas un retour dans le sens où il y a aussi une vision de la religion qui est en train de se transformer. C'est-à-dire que c'est une forme d'individualisation de la religion. C'est-à-dire chacun vit l'islam de plus en plus de manière... en plus, c'est plus facile dans la religion musulmane que dans la religion chrétienne, comme un contrat entre lui et Dieu. Et je vous raconte une anecdote, parce que moi, c'était la première fois que je suis allé en Égypte après la Révolution, je suis tombé sur un salafiste. Donc il était médecin, il avait fait philo,
il avait été en Allemagne, il se préparait à retourner en Allemagne. Et puis on discute comme ça, on a sympathisé, et il me dit ah, moi en Allemagne j'ai découvert un truc extraordinaire, c'est la musique classique. Alors vous savez que c'est la fiche, la musique, c'est quand même bon, haram. Et là je dis mais attends, mais comment tu fais? Il me dit c'est entre Dieu et moi. Et il ne le disait pas en forme de plaisanterie, il le disait vraiment comme. Et quand on voit, si vous voulez, par exemple même sur la question du foulard, qui est. Je veux dire, moi j'ai connu l'Égypte, il n'y avait pas, à part les vieilles femmes, personne ne portait le foulard. Tout le monde porte le foulard aujourd'hui, pratiquement. Mais en même temps, quand vous voyez les différentes formes des trucs noirs effrayants à des trucs colorés qui sont, j'allais dire, érotiques, mais je veux dire, qui sont un appel. Le foulard, c'est censé camoufler et se protéger le regard des hommes. Et là, c'est au contraire quelque chose qui est... Bon, donc il y a des choses qui me semblent se transformer et qui sont importantes. Mais il y a aussi un problème qui est aussi, à mon avis, qui va d'une certaine manière qui oblige, c'est que c'est une région qui, du point de vue économique et social, est vraiment à l'écart du monde. C'est-à-dire, à part le pétrole, il n'y a rien. Il n'y a pas de production, enfin il y a vraiment très peu de production locale. Et il n'y a pas de développement, parce que c'est un développement il y a eu un pillage par les élites. Et ça, déjà, ça commence à se... Même en Égypte, si vous voulez, on n'est plus dans la situation de Moubarak. C'est-à-dire, il y a quand même des choses qui sont en train de changer, des choses qui... Bon. Mais, bon, c'est écrit par... Et peut-être, puisque finalement, je vous ai dit, je n'ai pas eu le temps de parler de tout le Proche-Orient, mais je voudrais vous signaler que depuis 1 an et demi, j'ai créé un site qui s'appelle Orient 21, 21 en chiffres romains, et on publie un article par jour assez approfondi sur le monde arabe et musulman, et donc on couvre du Maroc à l'Égypte, à l'Arabie Saoudite, à Oman, à d'autres pays, voilà.